Et salut tout le monde, aujourd'hui on commence ça avec le chapitre 1, donc sur les oscillations. Chapitre 1, pas le plus passionnant de la session, je vous le cacherai pas, mais quand même utile pour ce qui s'en vient. Donc aujourd'hui on travaille sur les oscillations, donc des petits mouvements de va-et-vient, gauche à droite ou haut en bas. Donc c'est que ça qu'on va faire pendant tout ce chapitre-là. Il faut garder en tête que peu importe l'allure des graphiques et tout ce qu'on va voir, ça va ressembler à ça. Le chapitre 1, quand même, super utile dans ce que vous allez devoir faire pour la session, surtout pour genre de préalable au chapitre 2. Donc, chapitre 2, si je peux me permettre, vous allez avoir la petite équation qui est ici, qui est l'équation d'une fonction d'onde. Donc, c'est une équation en 3 dimensions, une fonction y de x et de t. Donc, qui contient quelques petites lettres grecques et tout et tout. Si on ne veut pas avoir trop ça en pleine face quand le chapitre 2 va commencer, c'est important de bien maîtriser le chapitre 1. Donc, chapitre 1, l'oscillation, si vous regardez les petites formules ici, c'est quand même pas mal plus semblable à ce qu'on a fait ici, mais quand même un peu plus simple. Donc, si vous maîtrisez bien le chapitre 1, ça va être quand même pas mal plus facile au niveau du chapitre 2. Et ensuite, l'équation d'onde, qui est quand même la base pour presque tout le reste qu'on va faire au niveau de la session. Donc, on va embarquer dans le chapitre 3, on va faire le son, qui est une onde sonore. Après ça, on va faire la lumière, qui est une onde électromagnétique. On va finir la session avec de la mécanique quantique, donc la mécanique ondulatoire. Donc, tout ça passe par les fonctions d'onde comme ça. Donc, c'est bien important que ça devienne clair rapidement. Donc, aujourd'hui, on va commencer par le chapitre 1. Ça viendra bien assez vite, le chapitre 2. Donc, comme je vous disais, le mouvement des oscillations, c'est un petit mouvement de va-et-vient. Donc, qu'il faut toujours garder en tête qu'il n'y a rien d'autre que ça, comme je disais tout à l'heure. Ce n'est pas un mouvement en sinus, peu importe ce que les équations ou les graphiques vont ressembler. Il faut toujours garder en tête on est confiné dans le fond, entre deux positions extrêmes autour d'une position d'équilibre qu'on va appeler le zéro. Ces deux positions extrêmes-là, on va les appeler l'amplitude. On va pouvoir, disons, si on se place sur l'axe des X, on va pouvoir se déplacer à travers ces deux amplitudes-là en passant toujours par le point qui est le point d'équilibre, le zéro. C'est que ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on part à un certain moment, à un certain temps. On va partir dans un sens ou dans l'autre et on va osciller entre ces deux positions-là. Et c'est ça qu'on fait pendant un chapitre au complet. Donc, non, c'est pas passionnant, non, c'est pas palpitant, c'est assez répétitif, se promener de gauche à droite tout le temps comme ça, mais c'est quand même essentiel à la suite, qui est à dire l'onde. Une fois qu'on va avoir bien maîtrisé ça, dans le chapitre 2, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce mouvement d'oscillation-là et on va le déplacer. Donc, c'est ça une onde, c'est le mouvement d'oscillation qui se déplace en plus. Donc, c'est pas évident à saisir d'un coup. C'est pour ça qu'on commence plus doux avec le mouvement des oscillations. Donc, garde en tête que l'amplitude, en fait, ce n'est que ça. Ce n'est pas la distance d'un extrême à l'autre. C'est vraiment la distance entre le point d'équilibre et une extrémité de ce mouvement-là. Donc, le modèle classique, c'est celui-ci. C'est le système masse-ressort qu'on aime placer l'axe des X vertical ici. Faites attention. Donc, ce petit ressort-là va se déplacer entre une position extrême, qui est l'amplitude ici, et une autre position qui représente son amplitude, mais en X négatif de l'autre côté. La valeur de l'amplitude, c'est une valeur qui est positive, malgré que le X, lui, peut être positif comme négatif. La valeur de l'amplitude elle-même doit être positive, donc je l'écris ici. Donc, si on déplace ce mouvement d'oscillation-là de haut en bas ici autour du ressort et de sa position d'équilibre qui serait l'axe T, on aurait quoi? Si on déplace le petit papier derrière, on accroche un crayon, on verrait un sinus se déplacer comme ça. Donc, ce sinus est l'équation de la position en fonction du temps. Donc, ce que vous avez vu tout à l'heure et qu'on va redire dans quelques minutes. Donc, c'est pas mal ça qu'on a à faire. Deux choses là-dedans que je vais me permettre quand même de répéter déjà. Peu importe si on voit qu'il y a un sinus ici, mais on ne se promène pas en serpent comme ça. On a toujours seulement la masse qui se déplace de haut en bas. Et c'est uniquement ça qu'on fait. Donc, c'est un mouvement rectiligne, c'est un mouvement à une dimension. Il n'y a pas de mouvement comme ça. Quand on va faire les ondes, là, on va commencer à se déplacer. Mais ça, c'est dans un chapitre au gros complet. Donc, on commence simplement par les mouvements de haut en bas. Donc, j'ai commencé par définir un petit peu ce qu'on avait besoin en termes de vocabulaire. Donc, A qui va être l'amplitude, toujours plus grand que 0. On met ça en mètres tout le temps. Donc, c'est la distance maximale que l'oscillateur peut avoir entre la position d'équilibre et
L'extrême, donc on le voit ici, c'est le A ici, le A là. Je l'avais refait ici. La période, c'est le temps pour faire une oscillation complète. Donc, faire attention si tu regardes le petit dessin que j'ai fait en haut ici. C'est pas le temps que ça prend pour aller de là jusqu'à là. Non, c'est le temps pour aller de là jusqu'à là et faire l'oscillation complète. Donc, c'est une fois qu'on va repasser ici, puis qu'on recommence à recommencer ce qu'on avait fait tout à l'heure. Donc, comment on a commencé tout à l'heure, c'est en partant vers la droite. On est revenu ici, donc on s'en va vers la gauche. Et juste avant de repartir vers la droite, c'est là qu'on arrête le chrono pour notre période au complet. Donc, sur le dessin ici, une période, ça représenterait quoi? Ben, ça serait une oscillation complète, donc du point ici jusqu'au point ici. Moi, je fais un T genre de chapeau. On peut le faire avec les sommets aussi, ça fonctionne bien. Donc, de là jusqu'à là, là aussi, on aurait une période. Et c'est pas mal ça. Donc, il faut s'assurer que ça soit sur les mêmes unités qu'on a ici. Donc, on devrait avoir des secondes ici et des mètres ici en termes d'amplitude. Donc, voilà. Le temps T en secondes, je pense qu'on connaît bien la position X qui, elle, va varier en fonction du temps. Donc, on va bien voir qu'il y a une fonction sinusoïdale. Et oméga. Oméga, donc vous allez vouloir me dire W tout le long de la session. À chaque fois que vous allez me dire W, je vais toujours vous répondre la même chose, c'est-à-dire quoi? C'était un oméga, donc c'est la lettre grecque qui représente la fréquence angulaire. Ça se calcule en radians par seconde. En fait, ça va donner un petit peu l'information sur la vitesse de l'oscillation. Donc, plus le ressort va être rigide, plus la force va être importante sur la masse, donc F égale ma, plus il va y avoir de l'accélération, donc plus ça va bouger rapidement. Plus la masse va être petite, plus la force va être importante sur cette masse-là, donc F égale ma encore. Plus l'accélération va être importante, donc plus l'oscillation va être rapide. Donc, plus oméga est vite, plus oméga est haut, plus l'oscillation est rapide, plus oméga est bas, plus l'oscillation est lente. Donc, quantité toujours positive, l'accélération, pas l'accélération, excusez, l'amplitude. La période, ça c'est toujours positif. Le temps, lui, on pourrait aller dans un temps négatif. Là, le moment qu'on a parti le chrono, peut-être qu'il s'est passé quelque chose avant. La position, elle peut être positive comme négative, donc on peut osciller vers le positif et le négatif. L'oméga, par contre, lui, toujours positif, la vitesse angulaire, lui, toujours positif. Donc l'équation qu'on a donnée tout à l'heure, donc x de t, une fonction du temps qui varie selon l'amplitude fois sinus de oméga t plus phi. On a défini presque tout là-dedans, à part l'ensemble de la parenthèse. Donc, oméga t plus phi, ce qu'on appelle la phase. Donc, bien important de calculer la phase en radians. D'ici chapitre 3, là, je me rappelle d'aucun exemple qu'on va faire des trucs qui ne seront pas en radians. Donc, vous pouvez placer votre calculatrice en radians pour tout de suite. Il y a quelques fois à travers la session qu'on va devoir changer notre calculatrice en degrés. Mais ça va être quand même rare. Donc, la plupart du temps, on va travailler en radians. Donc, ça va quand même être plus pratique. Le dernier petit truc, c'est la constante de phase, le phi qui est là. Lui, qu'est-ce qui va nous permettre de déterminer, c'est quand on a parti le chrono, on était rendu où? Dans ce cas-ci, on a parti le chrono quand? On a parti le chrono quand on était à la position d'équilibre, puis on s'en allait vers le haut. Donc, avec mon oscillation qui est ici, montée égale 0, là, il se passait avec une position qui était ici, avec une vitesse qui se déplaçait vers la droite. Donc, on avait une petite vitesse qui s'en allait comme ça ici. C'est ça mon T0 ici. Par contre, ça aurait pu que mon oscillation a commencé, puis là, ben, je suis rendu, mettons, ici. Puis c'est là que je commence mon chronomètre. Donc, mon oscillation, elle serait pas pareille. Au lieu de commencer avec mon point à 0,0 qui commence par en haut, ben là, j'ai un point qui commence, disons, à moitié de mon amplitude négative. Donc, à peu près ici. Puis disons que je me déplaçais à une vitesse qui était négative comme ça, ben je partirais par en bas. Donc j'aurais une oscillation qui ressemblerait plutôt à ça. Mais qu'après ça, qu'il y aurait la même période puis les mêmes propriétés, c'est juste que le point de départ est différent. Donc c'est ça que la constante phi va nous permettre d'identifier. C'est où on était rendu à t égale 0, dans quel sens on s'en allait. Donc ça va décaler, si on veut, la fonction vers la gauche ou vers la droite. Il y en a qui sont super agiles à calculer ça, justement, les décalages de fonctions. Je vous dirais que c'est pas la méthode que je vais utiliser pour vous enseigner. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez l'utiliser, mais sinon, je pense que juste remplacer dans les équations, ça fonctionne quand même bien. Fait que pas besoin de se casser la tête plus que ça. Donc voilà, ce qu'a fait la constante de phase, c'est qu'elle décale l'équation de gauche à droite. Je l'ai représenté un petit peu ici, là, c'est le phi sur oméga qui est là. J'ai répété quelques petites formules qu'on avait dit en mécanique et en électricité, des rapports entre la période, la fréquence et la fréquence angulaire, ça n'a pas changé. Je vous rappelle juste que la fréquence, c'est l'inverse de la période, ça se calcule en Hertz.
La différence entre une fréquence F et une fréquence angulaire, ben, une fréquence, c'est le nombre d'oscillations par seconde, tandis qu'une fréquence angulaire, ben, c'est le nombre de radians qu'on fait par seconde. Dans une oscillation complète, ben, il y a 2 pi radians. Donc, c'est pour ça qu'on prend la fréquence, on multiplie par 2 pi, ça nous donne la fréquence angulaire en radians par seconde. Donc, voilà. Si on a l'équation position et on veut l'équation vitesse, ben, vous devriez vous rappeler que la dérivée d'une position nous donne la vitesse. Donc, la vitesse en x va être la dérivée de la position en x par rapport au temps. La position en x, c'est ça. Donc, l'équation qu'on avait ici. Si on dérive ça, ben, on a quoi? On dérive l'intérieur de la parenthèse. Donc, il y a oméga qui sort à cause qu'il y a un t à côté. On dérive par rapport au temps. Après ça, il reste donc a oméga t et la dérivée de sinus qui est cosinus. Donc, on a a oméga cos de oméga t plus phi. Si on regarde l'accélération maintenant, ben on va dériver encore la vitesse. Encore une fois, on va sortir un oméga de là à cause qu'il y a un t devant. Le négatif apparaît à cause de la dérivée du cos, c'est moins sin. Donc vous avez le négatif ici. Si jamais vous ne vous rappelez pas, sur la feuille de formule, j'en ai mis quelques. Là. Les dérivées de sinus, cosinus, je les ai mis. Donc vous n'avez pas besoin de mémoriser rien de tout ça. Là où ça devient intéressant, c'est si on regarde, là, je ne l'ai pas réécrit ici, fait que je vais la réécrire à la main. Donc, si on avait x de t qui était égal à a fois sinus de oméga t plus phi. Si tu compares ton équation position à ton équation accélération, j'aimerais ça que tu te rendes compte assez rapidement que c'est semblable. C'est-à-dire que tu as un sinus d'oméga t plus phi. Il y a un A, il y a un A. La différence, c'est que lui, il y a moins, puis oméga au carré. Dans le fond, les deux équations sont pratiquement identiques. Ceci est la définition même du mouvement harmonique simple. Ça, c'est super important de bien piger ça. Dans un mouvement harmonique simple, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on n'a pas un mouvement qui est à vitesse constante. Il faut garder en tête que le modèle classique là, avec le ressort, là, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au centre, on a la position d'équilibre. Donc, le ressort n'est ni comprimé ni étiré. Qu'est-ce qu'on va devoir faire? C'est lui donner une certaine poussée, donc une certaine vitesse. Il va se rendre jusqu'à un endroit où il va atteindre un étirement maximal. Rendu à son étirement maximal, qu'est-ce qui se passe? Ben, il atteint une vitesse qui est égale à 0. Une vitesse qui est égale à 0 aux extrémités. Donc, on s'en va par là, on ralentit, on atteint une vitesse de 0, on accélère de l'autre côté, on ralentit, on arrête, et on fait ça comme ça. Donc, c'est vraiment un mouvement de va-et-vient comme ça qui est à vitesse maximale au centre et qui arrête de chaque côté pour faire un changement de direction. Là où ça devient important, c'est quand on regarde les positions. Donc, si on est ce côté-là, ben, on est dans une situation x plus grand que 0, puis ce côté-là, on est à x plus petit que 0. Donc, chaque côté du 0, si on est sur l'axe des x. Pour l'accélération, c'est un petit peu différent. Une accélération qui est par là, ben, c'est une accélération en x qui est plus grande que 0. Tandis qu'une accélération qui est par là, c'est une accélération en x qui est plus petite que 0. Bon, pourquoi tout ça est si important? Si x est plus grand que 0, ce que ça me dit, c'est que l'accélération doit être, selon une certaine constante, de signe inverse. Donc, si ma position est positive, je dois absolument avoir une accélération qui est négative. Et ça, c'est la condition absolument essentielle à avoir un mouvement harmonique. Donc, comment ça c'est possible? C'est que si j'arrive en position positive, il faut que mon accélération soit vers les x négatifs. Donc, si je m'en vais à une vitesse par là, je dois accélérer de l'autre sens. Donc, pour me ralentir. J'arrive là, j'arrête, je réaccélère encore par là. Donc, mon accélération est toujours vers la gauche. Quand je traverse ici, je m'en vais vers les x négatifs. Donc, cette fois-ci, mon accélération en x doit devenir positive. Donc, une accélération qui doit être par là. J'ai une vitesse qui est par là. Je ralentis. Rendu là, j'arrête. Et mon accélération me ramène vers le centre. Donc, l'accélération m'amène toujours vers le point d'équilibre. C'est la seule façon que j'ai un mouvement qui est soit confiné entre deux amplitudes. Si la position et l'accélération sont de même signe, qu'est-ce qui se passe? Ben, je suis ce côté-là avec une vitesse qui est vers la droite, une accélération qui est vers la droite, ben, je vais aller vers la droite à tout jamais. Donc, il n'y aura plus de mouvement confiné d'oscillation et c'est ça qu'on a besoin. Donc, il faut absolument avoir un négatif entre la position et l'accélération et il y a une constante de proportionnalité qui est
la vitesse angulaire ou l'accélération excusez. Ouais, la vitesse angulaire au carré. Donc voilà. La fréquence angulaire, je devrais dire. Qui est la même chose que la vitesse angulaire. On va en reparler tout tantôt quand on va faire les liens entre les deux. Donc, on va passer à la deuxième loi de Newton, qui est le mouvement harmonique simple, et la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton, si on ne se rappelle pas, F résultant. F résultant est égal à MA. Donc ici, la seule force vraiment qui est efficace en X, c'est la force de rappel du ressort. Je vais avoir une normale, bien sûr, par en haut et une force gravitationnelle par en bas, mais ici, ça n'a absolument aucune importance parce qu'ils vont s'annuler. Donc, tout ce qu'on a comme force, c'est la force dans le ressort. Donc, la force dans le ressort, c'est la loi de Hooke, moins kx. Je vous rappelle que la force est toujours en signe opposé à la position. Si j'étire mon ressort, ben, lui va vouloir tirer sur moi. Et si je comprime mon ressort, ben, lui va pousser sur moi. Toujours en direction opposée. Et K, la constante de rappel, donc qui représente la rigidité du ressort en newton par mètre. Plus le ressort est rigide, plus cette constante est élevée. X l'étirement ou la compression du ressort. Donc, si je fais mon F égale MA, ma force résultante, c'est simplement la force du ressort qui va être égale à MAX. Donc, ma force va être égale à moins KX. Donc, je me retrouve à avoir AX qui est égal à moins KX sur M parce que je suis plein de bonnes idées d'écrire des choses comme ça. Pourquoi? Parce que, on a dit tout à l'heure, l'accélération et la position doivent avoir un lien qui est de signe opposé. Et qu'est-ce qu'il y a entre les deux comme constante de proportionnalité? C'est le oméga au carré. Donc, ce qu'on peut déduire, c'est que oméga au carré est égal à K sur M. Donc, oméga est égal à K sur M. Donc, plus un ressort est rigide, donc plus sa constante de rappel est élevée, plus on va avoir une oscillation qui va être rapide, donc une fréquence angulaire qui va être élevée. Plus la masse va être élevée, ça va ralentir mon oscillation. Et l'inverse est vrai aussi. Donc, voilà. Donc, les masses, n'oubliez pas, c'est en kilogrammes. Si vous calculez encore des choses en grammes, vous allez encore avoir des erreurs et ça ne changera jamais. J'ai pris la relation avec la période pour qu'on ait une petite relation pour la période pour l'oscillateur harmonique simple en fonction de sa masse et de sa constante de rappel. Premier exemple, exemple 1.1. Donc, une masse de 680 grammes est reliée à un ressort sur un plan horizontal sans frottement. La constante de rappel du ressort est de 65 Newton par mètre et la masse est relâchée à position x égale à 11 cm à t égale 0. Je vous demande la fréquence angulaire, la fréquence et la période, l'amplitude, vitesse maximale, accélération maximale, constante de phase et son équation. Donc ici, ça serait le temps de faire une petite pause sur la vidéo et de pratiquer votre exercice. Je vous rappelle que regarder un exercice, ça vaut rien comparativement à le faire. C'est en faisant qu'on se rend compte qu'est-ce qu'on ne comprend pas, qu'est-ce qu'on a à corriger, sont où nos questions. Si on fait juste suivre la démarche, vous allez comprendre tous les mots que je vais dire, mais vous n'aurez rien appris. Donc, prenez le temps. Donc, sortez-vous un papier-crayon, faites une pause et faites l'exercice, revenez dans 5 minutes quand vous aurez terminé et vérifiez vos démarches. Donc, bien important de vérifier les démarches. Donc, pause. Moi, je continue. OK, donc c'est ça. Donc, attardez-vous aussi aux démarches quand vous allez vous vérifier. Pas juste regarder la réponse, que ma réponse est bonne, ma réponse est pas bonne, puis le reste, on s'en fout. Non, c'est important de voir la démarche parce qu'au bout de la ligne, je vous le dis, la réponse à l'examen, ça compte pour 10% des points, puis au bout de la ligne, tout le reste, il compte pour tout le reste. Donc, important de bien avoir des démarches partout. Donc, écoutez, il ne faut non plus pas s'attendre à l'examen à avoir des numéros de ce genre-là. Hein. C'est le premier exemple de l'année, donc c'est sûr que ça va être le plus facile. Donc, fréquence angulaire. Racine de K sur M, faites attention à votre masse en kilogrammes, donc faire la conversion. Moi, je garde toujours un extra chiffre significatif comme ça pour être sûr qu'après ça, on n'arrondit pas trop pour avoir suffisamment de précision si on a besoin de se servir de ce chiffre-là. Donc, prenez le temps de le faire. Ça ne prend pas une tonne de temps et puis vous allez avoir quand même beaucoup moins d'erreurs de précision. Puis après ça, pas besoin de recommencer à pitonner non plus si jamais vous avez besoin de ce chiffre-là. Donc, c'est ça, j'ai pitonné, je suis arrivé à 9,8 radians par seconde. La fréquence, c'est ça, on pitonne avec ce chiffre-là pour avoir notre fréquence, donc 1,6 Hz, et la période de 0,64 secondes.
En B, l'amplitude, ici, pas besoin de calcul à faire. Si on a relâché à 11 cm, ça veut dire qu'on était à vitesse 0. Si on relâche, ça veut dire qu'on tient avant. Donc, si on tient, ça veut dire que la vitesse était à 0. Une fois qu'on relâche, ben, c'est là qu'on prend de la vitesse. Donc, l'amplitude est égale à 11 cm. Faites attention, par contre, l'amplitude, on donne ça en mètres. Donc, 0,11 mètres pour ce qui était de l'amplitude. Pas besoin de calcul ici. Vitesse maximale. Là, ici, il y a un petit truc qu'il faut toujours se rappeler, là. Que ce soit des vitesses, des accélérations ou des positions, il y a quelque chose qui est toujours vrai. Si on veut les extrêmes d'une fonction sinusoïdale, c'est pas très compliqué à calculer. Donc, si on a Vx de t qui est égal à A oméga fois cos de oméga t plus phi, ben, si on veut avoir la vitesse maximale de ça, ben, ce qu'il faut savoir, c'est quoi les valeurs extrêmes de ça. Donc, c'est quoi les valeurs maximales et minimales que peut avoir ça? Ben, j'ai un cosinus ici. Le fait que j'ai un cosinus, c'est sûr qu'il peut varier. Il peut y avoir n'importe quoi là-dedans. Donc, les temps, les possibilités de temps sont infinies là-dedans. La constante de phase, je ne la connais pas encore. Donc, je pourrais finir par la trouver, puis après ça, revenir là-dedans. Trouver le temps, à quel moment c'est maximal comme vitesse. C'est un gros travail pour pas grand-chose. Parce que dans le fond, je sais qu'un cosinus a un domaine de solution entre 1 et moins 1. Donc, je sais qu'aux extrêmes, ça vaut plus ou moins 1. Ça ne peut pas aller plus haut que ça. Il n'y a rien que tu peux faire le cosinus qui va donner une valeur supérieure ou inférieure à moins 1. Donc, tu sais que ta valeur maximale va être égale à plus ou moins A fois oméga, et c'est tout. A, l'amplitude, on l'a. Oméga, on l'a. Donc, on arrive à 1,075 mètres par seconde ou plus ou moins 1,1 mètre par seconde. Faites attention comment les manuels l'écrivent. Des fois, ils disent module, des fois non. Mais c'est une question assez classique, je vous dirais. Même chose pour l'accélération. Donc, même principe. On prend la formule de l'accélération avec notre sinus qui va être à plus ou moins 1. Donc, on va avoir plus ou moins 10,51 mètres par seconde carré. Ou avec les bons chiffres significatifs, 11 mètres par seconde carré. Pour ce qui est de la constante de phase. La constante de phase, l'idéal, c'est d'aller voir à t égale 0 pour commencer. Pourquoi t égale 0? Parce que quand on remplace t égale 0, tout ce qui est oméga t disparaît. Donc, on multiplie par 0. Donc, on se retrouve avoir une équation qui est quand même pas mal plus simple à travailler. Donc, on a la position x de 0 qui est égale à a fois sin de phi. Donc, au lieu d'avoir oméga t plus phi dans notre phase, on n'a plus rien que phi. Donc, on a fixé notre phase dans l'espace en réalité. Mon x de 0, je le connais, il est donné dans l'énoncé du problème, c'est 11 cm, donc 0,11 m. Et mon amplitude, je la connais aussi, c'est 0,11 m. Donc 0,11 m, 0,11 m, je divise un par l'autre, ça me donne 1 qui est égal à sinus de phi. Donc je fais sinus moins 1 de 1, ça me donne pi sur 2 radians. Ça, c'est ma première réponse. Pas oublier d'aller chercher ma deuxième réponse. Donc, ma deuxième réponse avec sinus, ben, c'est 180 moins la première réponse, ou pi moins ma première réponse, comme je suis en radian. Donc, ça donne encore une fois pi sur 2. Donc, cette fois-ci, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est sûr que la bonne réponse, c'est pi sur 2. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est le premier exemple de la session. Donc, attendez-vous pas à ce que ça soit tout le temps comme ça. Ça arrive dans des situations qui sont, je dirais, extrêmes, là, quand on part à l'amplitude. C'est la seule façon que ça va arriver, ça. Si on partait à moins d'amplitude, on aurait quelque chose de semblable, mais c'est ça. J'ai peut-être oublié j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure. Excusez-moi, c'est parce que ça fait 4 fois que j'enregistre le cours. J'ai eu des problèmes d'ordinateur. J'espère que cette fois-ci, la dernière. Quand on parlait de constante de phase, la constante de phase, ici, on essaie toujours de donner une constante de phase qui va être entre 0 et 2π. Donc là, on l'avait, c'était correct, là, mais on veut que 0 soit plus petit égal à phi et plus petit que 2π. Pourquoi on se limite à ça? C'est simplement parce qu'au-delà de 2π, on se répète. Si je décale une fonction sinusoïdale de 2π vers la droite, ben, j'ai exactement la même fonction. Donc, pour ne pas avoir des chiffres astronomiquement trop élevés pour rien, on se limite entre 0 et 2π. Comme ça, on a tous la bonne réponse, puis la même réponse surtout. Donc là, on était entre 0 et 2π et on était correct. Notre équation, on était rendu là. On avait déjà tout trouvé ce qu'on avait de besoin. Donc, x de t est égal à sin de oméga t plus phi. Donc, dans une équation comme ça, si vous utilisez le système international, c'est permis de ne pas tout inscrire comme unité dans la réponse.
Donc, si je vous demande seulement la phase, oui, je veux les unités ou la constante de phase, mais si je vous demande l'équation, c'est permis de ne pas écrire les unités. Donc, 0.11 ici, vous n'êtes pas obligé d'écrire mètre, sinon ça prend 0.11 mètres entre parenthèses. 9.8, ça implique que c'est en radians par seconde. Puis ici, le pi sur 2 il est implicitement en radians par seconde. Donc ça, c'est permis dans le cas des équations d'onde et des mouvements harmoniques simples, sinon ça devient extrêmement lourd, là. Je pense avoir passé par-dessus aussi, mais tantôt, j'aurais dû mentionner que le mouvement harmonique simple, c'est le nom du mouvement, mais l'objet qui fait ça, c'est l'oscillateur harmonique simple. Les deux, pour moi, c'est une nuance qui ne sert pas à grand-chose. C'est le même objet. Maintenant, exemple 1.2. Vous allez voir, il y a principalement 3 types de problèmes là, que vous allez avoir. Là, des problèmes un petit peu plus comme le premier, des problèmes comme celui-là, puis un petit peu un hybride entre les deux, là. Donc, on va regarder le deuxième type de problème, puis on va voir comment on résout ça. À t égale 0, un oscillateur harmonique simple a les propriétés suivantes. Donc, on vous donne ici la position, la vitesse et l'accélération avec leur signe au temps initial de notre oscillateur. Puis après ça, ce qu'on veut avoir, c'est le oméga, donc la fréquence angulaire, le phi et l'amplitude, donc la constante de phase et l'amplitude. Je laisse le temps de faire la pause. Donc, un problème comme ça, c'est pas les problèmes qui sont les plus difficiles, mais c'est souvent ceux qu'on a de la misère à partir au début, là. Vous allez voir, une fois que vous allez voir c'est quoi le truc pour le faire, ouais. L'idée, premièrement, se rappeler que si j'ai ma position comme ça, on va faire un petit peu comme tantôt, on va remplacer par mes t égale 0 partout. Donc, au lieu d'avoir oméga t plus phi partout, ben, comme j'ai des positions à t égale 0, ben, le oméga t s'en va. Même chose pour la vitesse, même chose pour l'accélération. Donc, mes 3 équations deviennent un petit peu plus simples. Maintenant, si je veux avoir le oméga, si tu regardes tes équations, donc ça c'est un chiffre, ça c'est un chiffre, mais de l'autre côté, qu'est-ce qui reste? Ben, il reste A sin phi, A oméga cos, A oméga carré sin. Ben, si je fais le rapport, donc la division entre ma première puis ma dernière équation, ben, les sinus vont disparaître, les A vont disparaître, il va me rester que oméga, ce que je cherche. Donc c'est ça l'astuce, c'est faire des rapports entre ces quantités-là à partir de ces équations-là. Puis il y a plein de choses qui se simplifient. Donc AX sur X va être égal à ça. Donc les A vont se biffer. Bye bye les A. Les sinus aussi, bye bye. Il me reste juste moins oméga au carré. J'isole ça, donc j'arrive avec oméga qui est égal à AX sur X. Donc vous voyez ici, c'est super important d'avoir un signe différent pour l'accélération et la position, sinon on va avoir une racine d'un négatif. C'est le cas ici, donc on a bien un mouvement harmonique simple, donc 23,51 ou 23,5 radians par seconde avec les bons chiffres significatifs. Maintenant pour le B, ben un peu la même chose. On va encore faire des rapports, mais cette fois-ci, on va servir de la vitesse. Ici, on aurait pu prendre vitesse et accélération. J'ai choisi de prendre vitesse et position, tout simplement parce que c'est un petit peu plus simple. Mais au bout de la ligne, ça ne va pas rien changer. On va avoir des tangentes qui vont apparaître quand même. Donc, moi, j'ai fait un tangente ici à partir de ma vitesse et de ma position. Donc, je suis arrivé à tan de phi qui est égal à 2,1721. J'ai fait tan de moins 1 dans ma calculatrice. Je suis arrivé avec 1,1393 radians. Je me suis rappelé qu'il fallait que je trouve une deuxième réponse avec tangente. C'est quoi déjà? On fait plus pi ou plus 180 degrés, mais on est en radian, donc plus pi. Donc, ma première réponse 1,13, ma deuxième 2,2809 radians. Laquelle des deux qui est bonne? Donc, c'est là que vient notre plus gros défi de ce chapitre, c'est qu'on a 2 constantes de phase. Donc, premièrement, il faut se rappeler qu'on a 2 réponses possibles à chaque fois qu'on fait un sin tan moins 1. Et maintenant, il faut essayer de décortiquer quelle des 2 valeurs est la bonne. Là, ici, pour la solution, j'ai choisi de faire une pierre 2 coups, mais en réalité, c'est pas la solution peut-être la plus, comment je pourrais dire, qui est plus universelle. Mais on va commencer par celle-là quand même, puis après ça, on ira voir la deuxième valeur, la deuxième façon de le faire. Donc, première façon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon équation position. Donc, mon équation de position qui est égale à x de 0 à sin de phi. J'ai isolé mon A là-dedans. Donc, l'amplitude devrait être égale à ma position que je connais et divisé par sinus de phi. Et là, je sais que phi est soit ça ou ça.
Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pitonner mon amplitude avec mes deux valeurs de phi. Donc, si je fais x de 0 sur sinus de phi 1, ben, j'arrive à moins 0,936. Et si je le fais avec l'autre, j'ai la même valeur, mais en positif. Donc, déjà là, je sais lequel des deux phi qui est bon. Je sais que c'est le deuxième. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que l'amplitude, c'est une quantité qui est plus grande que 0. Donc ça ne peut pas être vrai. Donc, on sait que l'amplitude, c'est ça, et on sait que c'est lui qui me donne la bonne amplitude. Donc, je vais avoir mon phi2 qui va être égal à mon bon phi, qui est 4,24 radians. Donc, voilà, mon amplitude et ma constante de phase, on les a trouvés. L'autre méthode qui va quand même bien fonctionner, je dirais, plus souvent. Puis vous allez voir qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont un peu plus de ce type-là. C'est qu'on va vous dire à t égale 0, ben, on est à telle position et on a une vitesse qui se déplace vers les x négatifs. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on a comme information que la vitesse, elle est négative. Tombe bien, c'est ça mon exemple. Donc, si on nous dit que à t égale 0, v de 0 est plus petit que 0. Donc, ce qu'on va aller voir, c'est qu'on va aller voir le signe de Vx à t égale 0. Donc, on va prendre cette équation-là. On va dire que Vx va être égal à A fois oméga fois cos de phi 1 ou cos de phi 2. Et on va pitonner les deux. Si tu connais les deux ici, tant mieux. Si tu les connais pas, c'est pas grave parce que ces deux-là, c'est deux constantes qui sont positives. Donc, le signe de ton cos va te donner le signe de ton V que tu cherches. Fait que là, si tu avais à pitonner ça ici, tu te rendrais compte que lui te donne une vitesse plutôt de... Si tu fais ça, tu te rendrais compte qu'il donnerait plus 0,920 mètres par seconde. Tandis que lui, il va te donner moins 0,92 mètres par seconde. Ce qui est lui. C'est la façon la plus fiable de se vérifier. La plus fiable de... Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Assurez-vous, par contre, de bien, à l'examen surtout, là, de bien me dire que vous calculez la vitesse et pas seulement le cos. Moi, ce que je veux que vous compreniez bien, c'est que c'est la vitesse qui détermine là, dans... Si on dit la vitesse est négative, ben parle-moi de ta vitesse. Si je vois juste qu'il y a un cos qui est là, puis tu as un cos positif, un cos négatif, puis tu dis j'ai choisi lui, ben pourquoi tu as choisi lui? C'est pas clair pour moi. Là. Donc, ta job, c'est de me montrer que tu as compris, donc que tu as vraiment évalué ta vitesse. Quand même que lui, tu me dis c'est positif, tu mets des valeurs absolues ou peu importe. Là, je veux voir que tu as trouvé ta vitesse, t'es égal à quoi. Donc voilà. Cette méthode-là fonctionne à pratiquement tout coup, donc vous devrez l'utiliser quelques fois, c'est sûr. L'énergie dans le mouvement harmonique simple. Donc, l'énergie, si on a deux types d'énergie, donc si on refait notre schéma pour la 100e fois, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a un ressort qui s'étire, revient à sa position d'équilibre, se comprime, revient à sa position d'équilibre, s'étire, etc., etc. Donc, on a une vitesse qui va être égale à 0 aux extrémités. Ici, on va avoir une vitesse qui va être maximale. Et au niveau du ressort, qu'est-ce qui se passe? Bien, ici, on a un étirement qui est étirement maximal. Puis ici, ben, on a compression maximale. Puis ici, on est à la position d'équilibre du ressort. Donc, la position d'équilibre du ressort, ça veut dire que le ressort n'est ni comprimé ni étiré. Donc, le ressort est vraiment à 0 ici. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau des forces? Au niveau des énergies, ben, c'est qu'ici, on est tout en énergie cinétique. On a de la vitesse, puis on n'a pas de force dans le ressort. Donc, on n'a pas d'énergie d'accumuler dans le ressort. À mesure qu'on va s'éloigner de la position d'équilibre, ben, on ralentit. Donc, la vitesse tend vers 0. Donc, l'énergie cinétique disparaît et se transforme en énergie potentielle élastique dans le ressort. Énergie cinétique, énergie potentielle, énergie cinétique, énergie potentielle. Puis quand on se trouve à quelque part entre les deux, ben, on a un mix des deux, d'énergie cinétique et d'énergie potentielle. Donc c'est ça qu'on a à faire ici, c'est de voir que l'énergie, dans le fond, potentielle du ressort, qui est donnée par une demi kx carré, ben, comme mon x c'est la position de ma masse ou de mon oscillateur, ben, ce x-là varie selon l'équation qu'on a donnée ici, en fonction du temps. Donc ça veut dire que mon énergie potentielle élastique, elle aussi, change en fonction du temps. Même chose pour la vitesse, l'énergie cinétique est donnée par une demi mv carré. Donc la vitesse, on a l'équation qui est donnée ici.
L'énergie cinétique est donnée par ça. Donc, en mettant notre vitesse au carré, on se retrouve à avoir ça. Donc, on va toujours avoir un partage d'énergie entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, mais au total, l'énergie mécanique devrait être une constante. Donc, l'énergie mécanique qui va être la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, si on fait l'addition entre les deux. Donc, j'additionne ces deux trucs-là. Pour que l'addition se fasse un petit peu mieux, j'ai décidé de remplacer le oméga ici avec notre K sur M. Donc, je me suis retrouvé à avoir ça. J'ai fait un petit peu de ménage. J'ai fait une mise en évidence de KA au carré. Donc, je me retrouve à avoir en évidence une demi KA au carré, parenthèse, cos carré de quelque chose plus sin carré de la même chose. Ben, j'espère que tu te rappelles que sin carré de x plus cos carré de x est égal à 1, l'identité de base trigonométrique. Donc, dans le fond, toute ta grosse parenthèse ici, ça vaut 1. Donc, une fois une demi Ka au carré, ton énergie est égale à une demi Ka au carré, qui est bien une constante parce que l'amplitude ne varie pas en fonction du temps, et que ta constante de rappel. Donc, voilà. Que dire de plus? Pas grand-chose. Passe au pendule. Donc, pendule, c'est le petit bout qu'il fallait absolument se rappeler un petit peu de nos trucs de mécanique. Pourquoi on parle du pendule? Ben, c'est parce que c'est un mouvement d'oscillation, mais un mouvement d'oscillation circulaire. Donc, je me suis trouvé une prise électrique là, pour simuler mon pendule. C'est quoi? C'est qu'on va juste éloigner la masse d'une position verticale et on va la laisser osciller comme ça. Et c'est ça mon pendule. Donc, le pendule, plus je vais lui donner de longue corde, plus il va osciller lentement. Puis si je donne moins long de corde, il va osciller plus rapidement. Et ça, c'est pas moi qui décide, c'est les propriétés elles-mêmes du pendule. Donc, on va commencer par le pendule simple. Le pendule simple, c'est tout simplement une masse au-dessus d'un fil qui est négligeable en termes de masse. Donc, il faut que la masse soit à peu près 100 fois plus élevée que la masse du fil, puis on peut considérer ça comme acceptable. Les pendules composées, ça va être tout le reste. On y viendra dans quelques minutes. Écoutez, qu'est-ce qui fait notre pendule? C'est qu'on l'éloigne de la verticale, il y a un fil qui le retient, donc on a une force gravitationnelle qui est ce vecteur-là, Fg par en bas. On va avoir le fil, la longueur du fil ici, et une tension qui va tirer sur le fil. Quand on va relâcher, qu'est-ce qui va se passer? À cause de la force gravitationnelle, le pendule va être attiré par en bas, et la tension, elle, ne servira pas à faire tourner, mais simplement à retenir mon fil. On va le voir dans notre calcul de moment de force dans un instant. Donc, on est rendu là. Le moment de force, est-ce qu'on se rappelle c'est quoi un moment de force? Peut-être, peut-être pas. Petit rappel, un moment de force, c'est comme le principe du bras de levier. Quand on a une force, mais on a un objet qu'on ne peut pas pousser, donc un objet qui ne peut que tourner, donc il y a un axe de rotation quelque part dans l'objet, ça fait que l'objet ne peut que tourner. À ce moment-là, la force qu'on met, on doit la transformer en moment de force pour voir à quel point cet objet-là est capable de tourner. Donc, un moment de force, c'est ça. C'est vraiment la transformation d'une force à cause d'un axe de rotation. À cause que l'objet sur lequel on applique la force doit tourner. Ce moment de force-là va être plus efficace plus on va s'éloigner de l'axe de rotation. C'est pour ça qu'on met les poignées de porte loin des pentures. C'est beaucoup plus facile d'ouvrir une porte si on est loin de l'axe de rotation. Donc, on va éloigner la poignée. La même chose pour les serrures. Là. Donc, sur le moment de force, qui est la quantité taux ici, on va avoir R, la distance entre l'axe de rotation. Donc, nous, notre axe de rotation va être l'endroit où on a accroché notre pendule. Donc, R, qui va être dans le fond la distance entre mon axe de rotation et ma masse, c'est-à-dire la longueur de mon fil. Donc, j'ai mis L. F, la force va être la force gravitationnelle. Donc, la force gravitationnelle Fg est par en bas. Et maintenant, sinus de phi. Phi, comment on le calcule? Il faut faire le prolongement entre l'axe de rotation et notre force. Donc, notre prolongement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on part de l'axe de rotation, on s'en va jusqu'à la force, notre force est ici, mais on n'arrête pas là, on prolonge un petit peu. On continue un petit peu par là. Et à partir du prolongement, on fait le tour dans le sens antihoraire jusqu'à notre force, et c'est ça notre phi. Donc, dans notre cas, ici, comme on a un θ ici, ça va être le même θ ici, c'est un angle correspondant. On va avoir sinus de 360 degrés moins θ.
Juste avant d'aller plus loin, pourquoi on n'a pas de moment de force créé par la tension? Ben, si on part du prolongement et on s'en va jusqu'à ma tension, qui est directement l'axe du fil comme ça, ben, j'ai un angle de 180 degrés. Sinus de 180, ça vaut 0. Donc, pas de moment de force. Un moment de force, pour que ça soit efficace, il faut que ça fasse vraiment tasser dans le sens perpendiculaire, là. Donc, ça, c'est vraiment la composante qui crée mon moment de force. Donc voilà, ensuite, petite propriété qu'on se rappelle probablement pas, mais vous avez tout ça à la fin de votre manuel. Donc j'ai transformé mon sinus de 360 degrés moins θ en sinus, en fait moins sinus de θ. Donc les sinus sont symétriques dans ce sens-là et l'angle complémentaire va être égal à moins notre... En fait, c'est le contraire. Lui, il est antisymétrique, puis lui, il est symétrique. Mais peu importe, vous pouvez aller voir toutes les propriétés sont à la fin. Là, vous pouvez les décoder assez facilement là, à la fin du manuel là, dans les annexes. Donc voilà, j'ai transformé ça avec mon sin. Donc voilà, puis j'ai remplacé FG par MG. Et ça nous donne notre moment de force créé par notre force gravitationnelle à une distance L de notre axe de rotation. Maintenant, deuxième loi de Newton. En rotation, la deuxième loi de Newton, ben, c'est F égale ma, la deuxième loi de Newton. F, ben, on l'a dit tantôt, quand on a une rotation, la force devient moment de force, donc taux. La masse devient moment d'inertie. Donc le moment d'inertie, c'est ça, c'est comment la masse est distribuée par rapport à l'axe de rotation. Donc un petit calcul qu'on va devoir faire tout à l'heure. Et alpha, qui est mon accélération angulaire. Donc si vous ne vous rappelez pas de tout ça, ben, je vous invite à aller relire votre manuel de mécanique. Moi, j'en parlerai pas davantage. Si vous avez des questions, vous pourrez me les poser, mais je n'irai pas vraiment plus loin. Au bout de la ligne, nous, ça va être important d'être capable de calculer les moments d'inertie puis de pouvoir analyser comment ça comporte les pendules. OK, donc j'ai pris moment d'inertie, pas moment d'inertie, moment de force ici, et je l'ai mis égal à mon I alpha pour ma deuxième loi de Newton, qui est comme ça. Maintenant, approximation des petits angles. Si je prends un angle qui est petit, donc le θ qui est là, je vous rappelle qu'on a un arc de cercle ici, qui est dans le fond une partie de notre circonférence. Je vous ai mis les relations de... parce que ça, aussi, souvent on oublie ça, là. L'arc de cercle, par définition, c'est θ en radian fois le rayon. La vitesse, on peut la transformer en vitesse angulaire fois le rayon. L'accélération angulaire en alpha fois le rayon. Puis je vous ai mis vos définitions de deuxième loi de Newton, puis de moment de force. Pourquoi je vous parle de ça maintenant? Parce que l'approximation des petits angles, c'est vrai sur les petits angles. Dans le fond, l'approximation, c'est de dire que si l'angle est très petit, puis je me fais un triangle rectangle comme ça, ben la courbure ici, dans le fond, l'arc de cercle qui est là, est à peu près la même dimension que ça. Ici, mon angle n'est pas assez petit, donc on est autour de, je sais pas, 30 degrés environ ici. Là. Un petit angle, c'est autour de 3 degrés et moins. Là. Donc là, ici, c'est beaucoup trop grand. Donc on voit qu'à cause de la courbure, ici, c'est beaucoup plus grand. Mais imaginez que la ligne est beaucoup plus étroite, puis la courbure serait ici. Là. La différence est beaucoup moins importante. Plus on éloigne le pendule de ça, plus ça devient faux. Mais plus on s'approche, plus ça devient vrai. Donc, de là, on peut en déduire que l'angle, ben, le sinus, dans le fond, qui est égal à le côté opposé sur l'hypoténuse, ben, qui est mon R ici, ça correspond à mon θ que j'avais ici. Là. Donc, si mon arc de cercle est égal à... mon sinus est égal à S sur R, donc S sur L, mais c'est aussi égal à mon θ. Donc, c'est de là que l'approximation vient. L'important, c'est de se rappeler que le sinus est à peu près égal à θ et super important de mettre ça en radian. Si vous faites ça en degrés, ça va vous donner que de la boîte. Même chose pour le tangente, pour les mêmes raisons. Faites attention au cos, l'approximation est très différente. Hein. Le cos, c'est que ça tend pas mal vers 1. Donc, imaginez que l'angle est tellement petit, le cos, on fait côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, si les deux côtés sont presque parallèles, ben, les deux côtés sont pratiquement à la même distance. Donc, le rapport entre les deux est pas mal égal à 1. Donc, faites attention à ça. Écoutez, pour nous, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire que les formules qu'on démontre ici pour les pendules vont être vraiment très efficaces pour les petits angles, puis pas mal moins efficaces pour les grands angles. Donc, l'approximation est très vraie pour des très petits angles. Puis après ça, on s'écarte un peu de la réalité. Donc, comme je disais tout à l'heure, les petits angles, je vous dirais en bas de 3 degrés, c'est parfait. Puis, ben, parfait.
C'est une approximation, mais c'est pas mal proche. Là. Faites un angle de 3 degrés en radian sur votre calculatrice. Là. Transformez-le en radian. Puis après ça, faites des sinus. Là, vous allez voir, ça va prendre pas mal de temps avant que le chiffre change. Même chose pour la tangente. Donc, c'est quand même pas mal égal. Donc, pourquoi on a fait ça, vous allez voir dans un instant. C'est que là, au lieu d'écrire sinus ici, ben, je vais réécrire la même ligne, mais au lieu d'avoir sinus, je vais écrire juste θ. θ, c'est quoi en réalité? C'est ma position angulaire. Donc, c'est mon angle. Puis alpha, c'est mon accélération angulaire. Puis encore une fois, ben, je vais faire alpha est égal à quelque chose fois θ. Ou si je le réécris comme ça, alpha, qui est mon accélération angulaire, qui est une fonction de t, va être égal à quelque chose négatif fois la position angulaire. Donc, accélération, négatif, position, ça devrait sonner une cloche. C'est notre définition du mouvement harmonique simple. Donc, dans le fond, ce qu'on vient de démontrer, c'est que ça ici, c'est moins oméga au carré. Donc, c'est la même valeur qu'on avait tout à l'heure, que ce soit des A ou des alpha, ça ne change absolument rien. Et c'est ça qu'on va se servir pour trouver quelle est la fréquence d'oscillation de notre pendule et même sa période. Donc, j'ai pris la petite formule qu'on avait démontrée au départ et je suis allé chercher sa période. Donc, voilà. On va se resservir de cette ligne-là tantôt pour faire le pendule composé. Pas mal de ce qu'on va avoir dit ici pour le pendule composé est vrai, mais on doit terminer le pendule simple avec son moment d'inertie. Donc, le I qui nous manque, qui est le moment d'inertie du pendule simple. Donc, par définition, le moment d'inertie, c'est quoi? C'est la somme des MI en R au carré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend toute la masse de tous les objets qui consistent notre objet. Cette masse-là, on mesure sa distance par rapport à l'axe de rotation. Cette distance-là, on l'exprime en mètres, on la met au carré, on multiplie tout ça. Et ensuite, on additionne toutes les masses qu'on a. Ben, dans notre problème, c'est assez simple. Là. Notre pendule, c'est une masse à une distance L de notre axe de rotation. Fait qu'il n'y a pas vraiment de somme à faire. Donc, c'est la masse M à une distance L de notre axe de rotation. Donc, L au carré, c'est notre moment d'inertie de notre pendule simple. Donc, c'est ça qui va être différent pour le pendule composé, mais qui va être pas mal plus général avec pas mal plus de formes possibles. Mais voilà, pour notre moment d'inertie. Donc, je vais remplacer dans la formule ici pour notre période. Ce qui est bien le fun, c'est qu'on se rend compte que les masses n'apparaissent plus. Donc, la masse n'influence pas votre pendule. Hein. C'est vraiment une question de longueur de pendule et de constante gravitationnelle. C'est probablement l'expérience la plus bon marché qui a besoin de moins de précision pour mesurer c'est quoi l'accélération gravitationnelle. Donc on peut avoir un très long pendule avec des périodes qui sont suffisamment longues qu'on peut calculer à la main facilement. Puis vous allez voir, vous êtes capable d'arriver à quelque chose qui arrive super bien. D'habitude, c'est un labo qu'on fait en début de session, mais là, différent cette année. Hein? Donc voilà. J'ai accélération gravitationnelle son module, donc 9.8. Pas besoin d'être bien plus précis là, que 9.8. Voilà, longueur en mètres, le reste ça va. Pendule composé, donc comme je vous disais, on va refaire tout ce qu'on a dit. Donc j'ai pris une belle patate, j'y ai mis une barre en barre, donc j'ai planté un clou dans ma patate. Le centre de masse de ma patate qui est sur le petit astérix orange ici. Donc, il y a une distance D entre mon centre de masse et mon axe de rotation. C'est bien important que j'ai un décalage entre mon axe de rotation et mon centre de masse. Donc, si je mets mon trou exactement à l'endroit où je suis au centre de masse, ben, je vais faire tourner ma patate, elle va juste tourner sur elle-même. Elle ne va pas osciller. Là. Donc, c'est important qu'elle puisse osciller pour nous. C'est ça le titre du chapitre. Là. Donc, on veut des oscillations. Donc, c'est important d'avoir sur certains décalages. Là. Par contre, ce décalage-là va faire que mon moment d'inertie va être un petit peu plus compliqué à calculer. Donc, cette distance-là, je l'ai appelée D. Donc, c'est la différence avec ce qu'on avait tantôt. Là. Tantôt, on l'appelait L, là, qui est la distance, la longueur de la corde. Ici, c'est la distance entre l'axe de rotation et le centre de masse. Donc, voilà, moment d'inertie, kilogramme fois mètre carré. Je ne l'avais pas défini avant. Donc, je vous ai mis un tableau comprenant plusieurs moments d'inertie qui pourront vous être utiles ou pas. Donc, c'est toutes sortes d'objets. Par contre, ce qui est important de remarquer, c'est tous des objets où l'axe de rotation passe par son par son centre de masse. Donc, on va devoir modifier un petit peu ces moments d'inertie-là avec le théorème des axes parallèles. Donc, le théorème des axes parallèles... je vais mettre D ici encore. Là. Regardez la même chose. Le théorème des axes parallèles, qu'est-ce qu'il me permet de faire? Ça me permet d'ajouter un petit peu d'inertie à cause d'un débalancement.
On a tous déjà eu un petit peu de neige pris dans notre trou de voiture l'hiver, hein, qui faisait une grosse vibration. C'est à cause que le centre de masse n'était plus directement au centre. Donc, c'est important de l'ajouter, ce petit moment d'inertie-là, qui va être dans le fond une addition de masse fois la distance avec l'axe de rotation au carré. On va mettre des ici aussi. Donc voilà, je vous ai fait un petit exemple. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, à part faire un exemple. J'ai une longue tige mince uniforme de longueur L qui est suspendue à son extrémité. Trouver une expression qui permet de calculer en fonction de la longueur, en fonction de la période d'oscillation et de la longueur de la tige. Donc, l'idée, dans le fond, c'est de partir avec notre définition de notre période, de remplacer notre I là-dedans, notre D, et de trouver quel est notre G. Donc, on veut isoler G là-dedans. Donc, faites-moi une petite pause, essayez ça, et je fais la solution. Donc, oui, j'ai réécrit la formule ici. La période est égale à 2pi racine de I sur mgd. Donc, I va être égal à... Je vais remettre D encore. Donc, ICM plus MD au carré. Donc, dans mon problème ici, je vais faire un petit schéma. Ça va aider à bien visualiser le problème. Oh, c'est bien droit cette tige, hein? OK, donc on va le centre de masse à quelque part ici, donc un FG comme ça, avec le centre de masse ici, tout ça, c'est une longueur L. Et donc, ma distance D va être la distance entre l'axe de rotation qui se trouve ici et mon centre de masse, donc ça va être D ici. Donc, on se rend compte que mon D est égal à une demi de la longueur de ma tige. Et pour avoir une longue tige mince, ben, je me réfère à mon tableau. Donc, longue tige mince, c'est celle-là ici, donc 1/12 de ml carré. Oui, ce tableau, vous l'aurez à l'examen, celui-ci ou celui de votre Benson mécanique, un de ces deux-là. Vous n'aurez pas à mémoriser rien de tout ça, là. Donc, il va être égal à 1/12 ml carré. J'ai remplacé mon D par L sur 2. Faites un petit peu de ménage d'algèbre. Je suis arrivé avec 1/3 ml carré. J'ai remplacé dans cette expression-là et j'ai remplacé mon D par L sur 2 aussi. Donc, je suis arrivé à ça. Période au carré. Isole G. Et voilà. OK. Donc, section 1.5. Je voulais regarder avec vous juste un petit lien qu'on peut faire entre le mouvement harmonique simple et la rotation à vitesse constante. Je pense que la meilleure façon, c'est avec une petite vidéo que je vous ai trouvée. Donc, je trouvais ça sur YouTube. Vous avez le petit lien que je vous ai mis ici. Dans le fond, tout ce que ça représente, c'est un bouchon là, qui est placé sur un tourne-disque puis qui tourne tranquillement à vitesse constante. L'idée, c'est juste de le regarder de côté. Donc, on a placé une caméra à l'horizontale sur le côté de son disque. Et puis, ce qu'on remarque, dans le fond, c'est qu'on a pas mal les mêmes propriétés qu'un mouvement harmonique simple. Donc, on se rend compte qu'on a quelque chose qui atteint une vitesse de 0 aux extrémités, qui va à une vitesse maximale au centre. Donc, c'est là qu'il va le plus vite. Puis après ça, quand il arrive en bas, ben, c'est comme s'il arrêtait. Donc, c'est vraiment juste ça. Il faut garder en tête aussi qu'on est capable de transformer un en l'autre. Avec les moteurs à explosion qu'on a en ce moment, c'est ce qui se passe là. Donc, on fait exploser de l'essence, donc ça propulse un piston, excusez-moi, en mouvement harmonique simple. Puis avec ce mouvement d'oscillation-là, ben, c'est là qu'on est capable de faire tourner notre moteur et tout et tout. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer là-dessus. Maintenant, je vais passer au mouvement harmonique simple amorti. Donc, des fois, c'est ça, on veut pas tout le temps que le mouvement dure à l'infini, et de toute façon, même si on voulait, ça n'arrivera pas. Il y a toujours un certain amortissement. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va faire tout le temps, mais c'est quelque chose qu'il faut savoir qui existe. Donc, ici, c'est quand même de la mathématique un petit peu avancée, donc on va faire des démonstrations rapidement. Mais ce qui est important, c'est de savoir s'en servir et surtout des équations qui vont venir à la suite. Donc, notre amortissement, dans le fond, c'est la petite force en bleu. Vous avez sûrement peut-être déjà essayé de courir dans l'eau. Vous savez que si on marche tranquillement dans l'eau, ben, on ne sent pas trop la résistance de l'eau. Mais dès qu'on se met à essayer de bouger rapidement, donc de courir, ben, la force qu'on ressent
sur nous devient de plus en plus importante. Donc, c'est ça, cette force d'amortissement-là, qui est un peu comparable à la force de traînée, donc la résistance aérodynamique. Là. C'est une force qui est proportionnelle à la vitesse à laquelle on va. Donc, qui est en signe opposé aussi à cette vitesse-là, donc qui est toujours contraire à cette vitesse-là, et avec une constante B, qui est le gamma sur votre dessin. Cette constante-là, dans le fond, la constante d'amortissement, va tenir compte à la fois de l'aéro ou l'hydrodynamisme de l'objet et de la viscosité du liquide. Donc, ça dépend qu'est-ce qu'on veut. Si on veut pas être en situation de résistance, bon, on essaie de baisser ce coefficient-là le plus possible. Mais si on veut faire un amortisseur de voiture, ben, il y a deux parties à un système d'amortissement de voiture. Il y a les ressorts et puis il y a les amortisseurs. Le ressort, son rôle, c'est de s'étirer ou se comprimer si on prend une bosse ou un trou pour pas qu'on sente un gros badagne. Là. Tu as sûrement déjà pris un trou, une bosse en vélo qui n'a pas de suspension, ben ça cogne. Hein? Donc en voiture, on voudrait pas ça à chaque fois qu'on prend des bosses, puis on les prend quand même pas mal plus rapidement. Donc on a des ressorts qui vont s'adapter à ça. Par contre, si on avait seulement des ressorts, ben, la voiture, après avoir pris une bosse ou un trou, ben, elle oscillerait quand même relativement longtemps. C'est pas ça qu'on veut non plus. Donc, on a mis des amortisseurs et on essaie de faire des amortisseurs quand même relativement visqueux. Donc, on a des petits pistons d'huile avec des palettes là-dedans qui ont de la difficulté à bouger. Ce qui fait que son rôle de l'amortisseur, c'est de limiter les oscillations. Donc, on espère que l'oscillation soit brisée en temps d'un cycle complet. Là. Donc, si on prend un trou, ben, on ne redescend pas. Là. C'est ça le but de l'amortisseur. Donc, faites attention à votre mécanicien. S'il vous dit qu'on a besoin de tout changer le système d'amortissement, ben, posez-vous la question, est-ce que ça donne un coup? Ben, c'est les ressorts à ce moment-là ou est-ce que c'est vraiment, ça oscille? Ben, là, c'est les amortisseurs. Il peut y avoir des fuites aussi, donc on peut prévenir, là, mais les amortisseurs, en général, c'est beaucoup moins dangereux en termes de dégâts. Là. C'est juste que ça va être inconfortable comme conduite. Ça va osciller longtemps, finalement. Donc, voilà. Pour ce qui est de... On va appliquer la deuxième loi de Newton, mais en ajoutant cette force-là. Fait qu'on a moins B fois Vx fois plus moins Kx, qui est la force du ressort, qui va être égale à ma masse fois accélération. Je vous rappelle que la vitesse, c'est la dérivée de la position par rapport au temps. Donc, on se retrouve à avoir une DO, une équation différentielle. Puis c'est là que les mathématiques sont un petit peu limites pour nous au niveau cégep. Donc, ça, c'est quelque chose que vous allez apprendre à faire à l'université. Des équations différentielles. Donc, si vous avez fait électricité avec moi, on en a vu dans les circuits RC. Puis, encore une fois, je vous donne la solution. Encore une fois, la solution passe par l'exponentielle. Donc, on a une équation position en fonction du temps qui est donnée par AE à la moins BT sur 2M sinus de oméga prime T plus phi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une fréquence d'oscillation qui va être un petit peu diminuée et une amplitude qui est donnée par tout ça qui, elle, va diminuer en fonction du temps. Donc, premièrement, si on regarde l'amplitude, tantôt, on la calculait comment? On faisait K sur M. Donc, K sur M est encore là. Sauf qu'à ce terme-là, on doit soustraire un certain terme qui va être dû justement à l'amortissement de notre système. Là, ça va dépendre des systèmes. Si l'amortissement est très faible, puis c'est parfois le cas, les fréquences d'oscillation, les différences vont être imperceptibles. Mais si on a des amortissements qui sont extrêmement élevés, ben là, on a un frottement de plus. Donc, c'est beaucoup plus difficile de bouger là-dedans. Donc là, on va avoir quelque chose qui risque d'être assez différent. Donc voilà, au niveau de la fréquence angulaire, donc on a oméga prime. Les relations entre les fréquences et les périodes restent les mêmes. Donc oméga prime va être égal à 2 pi f prime. Et ça ne changera pas. Donc graphiquement, ça va ressembler à ça. C'est un graphique qui va être quand même intéressant à regarder, dans le sens que si tu regardes, tu vas partir avec une certaine amplitude qui va être ici. Là. Donc si tu pars avec une amplitude qui est ici, et moins A ici. Donc ça, c'est à t égale 0. À t égale 0, on a A fois E exposant 0. N'importe quoi exposant 0, ça vaut 1. Donc on a A sin de oméga t plus phi. Donc comme on avait au départ. Donc on part avec une amplitude initiale. Sauf qu'avec le temps, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a une espèce de petite enveloppe qui apparaît de chaque côté. Dans le fond, une asymptote. Et cette asymptote, son équation, c'est AE à la moins BT sur 2M. Donc dans le fond, la valeur de l'amplitude qu'on a ici. Celle qui est en bas, la même chose, mais moins A à la E moins BT sur 2M. Donc, les deux, c'est des exponentielles décroissantes qui vont tendre vers 0 à l'infini. Donc,
Donc, dans la réalité, on s'entend que ça va osciller, arrêter d'osciller bien avant l'infini, même si on a un système qui est très faiblement amorti, là, ça arrête quand même relativement rapidement. Donc voilà, au niveau des énergies, un petit changement aussi. Dans l'oscillateur harmonique simple, ben, l'amplitude était constante. Cette fois-ci, l'amplitude, ben, c'est tout ça. Donc il faut remplacer le A qu'on avait ici par tout ça. Donc on va voir ça. Donc, 1/2 KA au carré E à la moins BT sur M. Donc, le petit 2 qui était ici disparaît à cause qu'on l'a mis au carré. Quand on met quelque chose d'exponentiel au carré, ben, on multiplie les exposants. Donc, voilà pour l'énergie totale dans mon système. Les oscillations forcées et la résonance. Ça, c'est quand même un phénomène relativement intéressant. Plusieurs façons il y a plein d'exemples qu'on peut donner. Là. Écoutez, peut-être le plus classique, c'est le verre de cristal avec la chanteuse d'opéra. Tu prends un verre, il y a un son qui va faire ce verre-là. Ben, ce verre-là, c'est sa fréquence de résonance. Ça veut dire que ce verre-là oscille naturellement dans cette fréquence-là. Ça ne fonctionne pas avec de la vitre. C'est trop flexible. Même si ça ne l'a pas l'air, c'est trop mou. Tandis qu'un cristal, c'est très rigide. Donc, qu'est-ce qui va se passer si on réussit à amplifier cette oscillation-là? Mais c'est ça que la chanteuse d'opéra est capable de faire. C'est qu'avec sa voix, elle crée des ondes qui vont être dans la même fréquence d'oscillation que la fréquence de résonance du verre de cristal. Donc, ce verre-là va osciller, puis à mesure que les oscillations vont s'additionner, ben, on tombe en situation de résonance, donc les amplitudes augmentent. Si j'applique ça à un pendule, ben, un pendule, si je laisse osciller disons, à une certaine longueur, disons cette longueur-là, ben, il va osciller naturellement comme ça. Si je veux augmenter ses amplitudes, ben, il faut que je pousse toujours à la bonne fréquence. Donc, si je pousse toujours à la même fréquence, qui est la fréquence naturelle de mon pendule, les amplitudes augmentent. Si je fais n'importe quoi d'autre, les amplitudes diminuent. Même si je pousse fort, les oscillations n'existent plus. La situation que je suis toujours dans la même poussée fait augmenter les amplitudes tout le temps. Donc, on va avoir quelque chose qui pourrait monter toujours de plus en plus haut. Et c'est quelque chose qui peut aller jusqu'au point de rupture, comme dans le cas du verre de la chanteuse de cristal. Là. Donc justement, on atteint le point de rupture, on a des accélérations qui deviennent tellement importantes dans cette oscillation-là. Donc le cristal finit par casser. J'aimerais vous montrer l'exemple du pont de Tacoma aussi, que je vous ai donné le lien ici. Donc, le pont de Tacoma, c'est quand même un vieux pont. Là. Ça fait longtemps que tout ça est arrivé. Donc, en 1938, la construction. Il n'a pas duré super longtemps. Donc, si vous êtes en lecture rapide, Open for Traffic le 1er juillet 1940 et Collapse. Donc, on connaît le punch. Ça finit en novembre. Donc, ça n'a pas duré très, très longtemps, quelques mois. 8 pieds quand même, là, c'est ça ici. Là. C'est le profilé d'acier qu'il y a de chaque côté. Là. C'est 8 pieds de haut. Là. C'est un étage, là, ça. Et vous allez voir dans quelques instants qu'un profilé d'acier de 8 pieds de haut, c'est très solide. Non, c'est quand même épeurant de regarder cette vidéo-là, mais bon, on se garde. Donc là, pour moi, son inauguration, vous pourrez écouter la vidéo avec du son si vous voulez. La narration est vraiment, vraiment excitante. Donc voilà, 7 novembre 1940. Donc, journée très venteuse. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le vent a pris dans le pont avec des bonnes bourrasques qui étaient assez constantes. Et puis, le pont s'est mis à tordre, donc en motion de torsion. Il y a eu une certaine résonance qui est commencée à apparaître dans le vent et dans le pont. Et puis, le pont s'est mis à tordre comme ça. Puis, le problème avec ça, c'est qu'il n'y a absolument rien à faire. C'est un objet qui est tellement massif qui se met à osciller comme ça. Donc, peu importe qu'est-ce que tu vas essayer de faire, il ne va rien se passer d'intéressant. On peut avancer un petit peu pour que vous voyez... ça devient quand même assez extrême. Là. Regardez en tête, là, c'est 8 pieds de haut de chaque côté, puis on commence à avoir des oscillations. Là. Je pense qu'on le voit de côté. Tu sais, qui sont une dizaine de mètres là, de haut en bas. Là.
Puis évidemment, ben, on s'attend à ce qui arrive, ce qui arrivera. Donc le pont s'est effondré. C'est quelque chose qui est quand même dangereux et qu'il faut faire attention, qui peut arriver quand même un peu n'importe quand. Ça, c'est plus récent. Donc, c'est l'inauguration du pont Millennium à Londres. Donc, autour de l'année 2000. Là. Écoutez, il y avait juste beaucoup de monde. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a beaucoup de monde? Ben, tout le monde est à la queue leu-leu, fait que tu fais un pas en même temps que la personne qui est en arrière de toi. Puis tout le monde marche à peu près à la même vitesse. Donc, tu le vois dans la vidéo, là, on dirait que tout le monde marche à la même vitesse, puis on dirait que tout le monde se balance à la même vitesse. Regarde le pont, qu'est-ce qu'il fait en même temps? Donc, tu vois que le pont est en train de faire un genre de sinus, dans le fond. Il est en train de tomber en résonance. Puis, ça pourrait être extrêmement dangereux. Puis, ce qui est troublant d'un phénomène de résonance comme ça, c'est que les gens qui sont sur le pont sont eux-mêmes incités à suivre ce rythme-là, ce qui fait encore plus augmenter la résonance de l'objet. Les militaires se sont rendus compte de ça de très longtemps quand ils traversaient des ponts à pied pour ne pas embarquer sur le pont et marcher tout le monde à la même cadence. Donc, ça pouvait arriver. Écoutez, il y a plein d'exemples de ça. Là. Un autre que j'avais bien aimé, là, c'est une expérience que les Mythbusters avaient fait, ça fait quand même une bonne dizaine d'années. Là. Il avait pris un petit vibreur avec 1 kilo environ, il l'avait attaché au bout d'un pont. Puis il avait mis quelqu'un de l'autre côté du pont, puis écoutez, je mettais toutes sortes de fréquences d'oscillation de la masse d'1 kilo. 1 kilo, c'est une bouteille d'eau environ. Puis à un moment donné, le gars de l'autre côté, il appelle « Hey, qu'est-ce que tu fais? » Ben écoute, je sais pas, je suis rendu à 422 Hz. Arrête! Le pont est en train de vibrer, là. Le gars qui est à l'autre bout, là, il sentait le pont en train de shaker. Ça peut être. Tesla a dit c'est de là que ça vient leur expérience. Tesla a dit que si on trouve la fréquence de résonance de n'importe quel objet, on pourrait le détruire en le faisant scier à cette fréquence-là. Bon, ils n'ont pas détruit le pont, là, mais c'est quand même fascinant de savoir qu'un camion pourrait passer sur ce pont-là, mais que sa petite machine qui pèse 1 kilo pourrait faire du dommage. C'était quand même intéressant comme expérience. Donc, ça termine le chapitre pour moi. Donc, c'est juste ça qu'on avait à dire dans le 1.7. Là. Si on force les oscillations à la même fréquence, on augmente les amplitudes, puis ça peut aller jusqu'à la destruction. Puis si on fait n'importe quelle fréquence qui est différente, ben on n'aura pas d'amplitude. Donc, on va briser les oscillations, il n'y aura pas d'oscillation. Donc, ça peut arriver dans toutes sortes de cas. Tous les objets ont leur fréquence d'oscillation, leur fréquence de résonance, et c'est quand même quelque chose d'important. Les exercices, donc vous en avez quand même une bonne gang. Là. Vous ferez ce que vous sentez le besoin. C'est un gros chapitre, là, puis je sens important qu'on le pratique. Vous allez voir là, ici, là, c'est pas super clair, là, mais c'est barré. Là. Puis la même chose ici. C'est à chaque fois que vous allez voir des graphiques à tracer. Ben, on est en 2021. Hein. Si vous voulez faire un graphique, vous sortez Maple ou Excel, vous le tracez là-dedans. Je veux pas vous voir faire un graphique à la main. Là. C'est fini ce temps-là. Et même chose pour l'examen, là, vous n'aurez pas de graphique à faire à la main. Ça ne veut pas dire que les numéros qui ont des graphiques analysés, il ne faut pas les regarder. Ceux-là, ça peut être à l'examen, mais je ne vous demanderai jamais de tracer un graphique. Donc, en espérant que c'est la dernière fois que j'enregistre le cours et que vous l'aurez cette fois-ci, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt.